Welcome, everyone. Thank you so much for joining us. Soyez toutes et tous les bienvenus. Merci d'être avec nous. André, à vous. Soyez bienvenus à FHI 360 2022, sommet sur l'égalité des genres. Merci d'être avec nous ce matin, ce soir. Je m'appelle Andrea Bertone, directrice chez FHI 360 pour la question d'inclusion sociale et d'équité des genres. Je suis une femme blanche avec de longs cheveux sombres et derrière moi se trouve un jardin. Et donc, les pronoms que j'utilise, c'est elle. Et donc, je salue le fait que la communauté internationale nous a soutenus pour cette réorganisation de notre journée pour aujourd'hui. I'm Elise Young. I'm a senior technical advisor. Je m'appelle Elise Young, directrice technique chez FHI 360, femme blanche, avec des cheveux blonds. J'ai donc une robe bleue et je suis sur un fond blanc. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, il s'agit de notre 8e sommet mondial. L'objectif pour cette année est de construire plus d'inclusivité, d'accessibilité, d'intersectionnalité dans nos partenariats et nos liens. Le thème de ce sommet, c'est pouvoir et partenariat, centrer l'équité sur le développement mondial et les programmes humanitaires. Et c'est un plaisir pour nous d'explorer avec vous ce large sujet. J'aimerais remercier tout particulièrement nos partenaires du monde du Sud, ainsi que notre groupe à présent de sponsors et d'organisations. Nous soutenons pour davantage d'organisations sur nos partenaires et sponsors, ainsi que sur les sommets précédents. Je vous invite à visiter notre page Internet. J'aimerais également remercier nos collègues de chez FHI 360, dont la plupart sont directrices générales, notamment Tessie Martin, ainsi que David Kennedy, ainsi que Glenn Cumming, Alison Bosniak et Jessica Picker. Merci également pour les équipes techniques et les collaborateurs qui ont travaillé sans relâche afin de parvenir à un sommet, à un impact dans des conditions de sûreté. Nous allons à présent parler des adaptations raisonnables pour ce sommet. Ensuite, nous reviendrons pour aborder l'agenda d'aujourd'hui, notre ordre du jour. Bonjour à tous, les bienvenus à notre sommet FHI 360 pour la 3e journée. Je m'appelle Rutamo Boli, directeur pour les questions de handicap. Et donc, pour une description, moi je suis un individu de couleur muet et donc je porte des lunettes et je suis ici chez moi. Alors que nous tentons de parvenir à davantage d'inclusivité, d'accessibilité pour quelques 135 intervenants dans le cadre de ce sommet. La plupart des participants du monde du Sud et les autres, pour tous et toutes, c'est un grand plaisir de compter sur votre présence aujourd'hui. Nous avons également réalisé les adaptations raisonnables en vue de ce sommet. Au cours des 2 premières journées, nous avons donc eu le langage des signes international, donc l'interprétation en langage des signes, ainsi que les interprétations en français et en espagnol, à l'attention de nos participants. C'est donc un plaisir de compter sur votre présence pour ce sommet de cette année. Et nous sommes impatients de continuer à poursuivre nos débats au cours de cette 3e journée. Merci énormément
Merci pour soutenir le FHI 360 et pour participer à notre sommet. Merci, Bouli. Oui, nous allons parler un peu de notre ordre du jour avant de passer à notre première session. Donc, nous allons bientôt avoir notre conversation au coin du feu avec l'USAID. Et ensuite, nous passerons à notre première série de séances parallèles, donc 5 options différentes qui commenceront à 9 heures. Ensuite, nous aurons 5 minutes de break. Et ensuite, à 10 heures, une autre série de 5 options. Donc, cliquez sur la bonne rubrique de votre programme pour choisir votre session. Ensuite, nous aurons donc une pause et nous reviendrons à 12h30, donc heure de l'Est, pour notre débat des directrices sur la diversité, l'inclusion et l'accessibilité. Donc, j'espère que vous regardez avec nous et ensuite, nous conclurons avec les recommandations et les prochaines étapes à suivre. Pour le moment, c'est un plaisir de transmettre la parole à nos collègues de l'USAID pour notre première session, donc solutions radicales pour faire avancer des partenariats plus équitables dans le monde. C'est un plaisir, un honneur de compter sur la présence de Bama Atrea, donc administratrice, assistante donc, pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes au sein de l'USAID. Elle sera donc la modératrice de ce débat avec Peggy Ramafane, directrice exécutive de Women Against Rape au Botswana, et Joyce Mbataru, directrice pour la communication et le développement de la Kenya Wildlife Conservancy Association, donc du Kenya. Merci Elise, merci à la FHI 360 pour avoir organisé cette conférence, ainsi que le débat d'aujourd'hui. Je suis impatient de mener ce débat. Il s'agit d'une conversation unique pour nous chez USAID. Et donc, c'est un plaisir d'être avec l'ensemble des participantes et participants ici aujourd'hui, ainsi qu'avec nos intervenantes. Je m'appelle Bama Atria. Donc, mon pronom, c'est donc elle. Et je suis connecté depuis Washington. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien la structure de l'USAID, j'ai le plaisir de vous dire que j'ai eu l'honneur de travailler avec deux directrices incroyables au sein de notre hub sur le développement des femmes et l'égalité des genres, ce qui inclut les sujets de la communauté LGBTQI, la jeunesse autochtone, et ainsi que les programmes sur l'inclusion ethnique et raciale. Pour revenir au sujet de ce débat, quelles sont les solutions possibles permettant de transformer en profondeur nos partenariats partout dans le monde et comment nous y prendre avec une approche intersectionnelle? Je crois que c'est vraiment le sujet de toute cette conférence à laquelle j'ai le plaisir de participer. Je serai honnête avec vous, nous avons de parmi les défis, nous devons désapprendre beaucoup. Nous avons beaucoup à apprendre, mais aussi à désapprendre. Alors, nous tentons de transformer notre travail pour devenir plus équitable et plus inclusif, et nous ne pouvons pas nous contenter de le faire en faisant des déclarations abstraites. Nous avons besoin d'exemples concrets de ce qui fonctionne et aussi de ce qui ne fonctionne pas. Nous avons encore des défis à relever, c'est pourquoi c'est un grand plaisir d'être la modératrice de ce débat avec deux pionnières extraordinaires qui tentent de transformer les sociétés et les systèmes, alors que nous tentons d'explorer des solutions en termes de partage du pouvoir dans nos partenariats. J'ai consacré une bonne partie de ma carrière comme ces deux femmes en tant que défenseur de la justice sociale. Et je sais que ce que vous faites toutes, c'est un travail difficile, un travail qui exige beaucoup de patience. Il s'agit de travailler sur le long terme. On me demande souvent qu'est-ce que j'ai appris des échecs, de nos échecs. Et c'est une question très difficile, puisque ce que j'ai souvent constaté au cours de ma carrière, tout particulièrement maintenant, puisque ça fait déjà un moment que j'y suis, c'est que des fois, on a peut-être attendu assez longtemps pour arriver au succès. Et donc, c'est pourquoi il est extrêmement important pour nous de soutenir les plaidoyers
le plaidoyer, les militantes et militants pour parvenir à des changements au niveau mondial, et ceci exige donc un travail patient pour transformer les rapports de force et créer de nouvelles opportunités. Donc, sans plus attendre, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos deux intervenants extraordinaires. Tout d'abord, Peggy Ramafane, directrice exécutive de l'association Women Against Rape, donc les femmes contre les viols au Botswana, et ensuite Joyce Mbataru, donc directrice pour la communication et le développement de la Kenya Wildlife Conservancy Association du Kenya. Merci à vous deux. Nous voulons écouter le travail extraordinaire que vous réalisez. Donc, si vous pouvez commencer simplement par décrire rapidement ce que fait votre organisation, mais j'aimerais aussi que vous nous disiez le pourquoi. Et ceci en rapport au thème d'aujourd'hui, quelles sont les solutions radicales en termes de partenariat, de partage des pouvoirs au sein des partenariats? À quoi ces solutions ressembleraient-elles pour vous? Peggy, vous voulez commencer? Oui, merci. Bama, bonjour à toutes et à tous. Je parle depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Je participe à un atelier sur les résolutions de 2025 sur les femmes, la paix et la sécurité. Je vis normalement au Botswana. Je vais vous présenter d'abord mon association Women Against Rape. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps puisque vous pouvez vous rendre sur notre page Internet pour vous informer par vous-même. Donc, Women Against Rape est une organisation fondée il y a 27 ans de cela afin de faire face aux problèmes de violence de genre au Botswana. Et ces violences de genre sont un problème que les femmes et les filles du Botswana ne connaissent que trop bien, et ce qui est lié au rapport de pouvoir, puisqu'aujourd'hui on voit le gouvernement, les politiciens ainsi que les simples citoyens parlent aujourd'hui de la violence de genre et de prévention. Donc, nous avons été créés dans le but de trouver des solutions pour prévenir ces violences de genre au Botswana et aussi pour répondre aux cas de violence de genre dans notre pays. Donc, nous avons eu la chance d'avoir été sélectionnés pour un projet de l'USAID, ce qui nous a permis de nous intéresser à nous-mêmes, plutôt que de nous tourner vers l'extérieur, de trouver les ressources en nous-mêmes. Donc, l'USAID nous a financés pour pouvoir construire notre résilience, investir sur nos propres personnels et donc apprendre à mieux faire face au traumatisme lié notamment au lieu de travail, des questions directement liées aux questions de rapport de pouvoir. Si on parle de partage de pouvoir dans le cadre de partenariat, en général, il y a quelqu'un chez nous. En général, on a tendance à devoir dealer avec des gens qui ont plus, des institutions qui ont plus de pouvoir que nous. Mais à travers ce programme de l'USAID, eh bien, on a pu s'asseoir à la même table et pouvoir vraiment négocier ce dont notre organisation avait besoin, quelque chose de vraiment radical et de neuf pour nous, puisque lorsqu'on parle de solutions radicales en matière de partage de pouvoir, il est question d'égalité, on parle de justice, d'équité, et lorsqu'il est question de violence de genre, eh bien, quand il y a les violences de genre, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de justice. Et lorsqu'on parle des femmes des zones rurales, souvent de femmes qui ne sont jamais allées à l'école, on parle des femmes les plus marginalisées, des gens qui ont tout autant de droits que d'autres femmes qui ont pu suivre une formation et qui connaissent la loi. Donc, on doit vraiment tenir compte de l'entente de ces populations, de les associer au débat, de les impliquer, que ces femmes contribuent à la lutte pour la justice et l'équité. Donc, dans mon association, nous travaillons avec les femmes les plus marginalisées. Donc, nous travaillons dans les villes, nous travaillons dans les zones rurales, on parle avec les femmes, les hommes, les enfants, les communautés LGBTQI, donc les personnes handicapées, les personnes âgées, l'ensemble de celles et ceux qui ont besoin
de pouvoir jouir de leurs droits humains, d'être protégés contre les violences de genre. Merci beaucoup, Peggy. À présent, je transmets le micro à Joyce qui va nous parler un peu également de son propre travail. Oui, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Joyce Bataru. Je travaille donc pour la Kenya Wildlife Conservancy Association, donc la KWCA, une association de protection de la nature. Donc, une fédération en fait, d'associations de protection de la nature, donc d'associations locales qui impliquent les communautés locales, et donc celles qui vivent notamment dans les parcs nationaux. Donc, nous couvrons quelques 200 réserves 200 réserves naturelles qui représentent quelques 20 millions d'hectares, donc une grande partie du territoire national. Donc, le but de notre fédération, c'était de créer un réseau national de ces associations locales de protection, puisque la protection de la nature manque de politique générale qui puisse travailler au bénéfice des communautés en charge de ces tâches de conservation. Donc, comment trouver des solutions radicales en matière de partenariat? Il s'agit d'une nouvelle manière de faire les choses par rapport à la manière avec laquelle on a la manière traditionnelle de travailler. Et donc, les problèmes d'inégalité de genre dans le secteur d'où je viens étaient omniprésents. Les femmes étaient constamment marginalisées. Et donc, ce sont les cultures des communautés de travailleurs, sont des communautés qui ont tendance à marginaliser les femmes et les filles. Et donc, pour nous, le partenariat et partage du pouvoir consiste à nous associer à d'autres organisations afin d'offrir aux associations de protection de la nature les capacités leur permettant de faire face aux problèmes de violence de genre et leur permettant de promouvoir l'égalité des genres au sein de leurs propres espaces. Et donc, nous, au niveau national, nous tentons de voir comment on travaille avec d'autres partenaires, avec le gouvernement ou avec d'autres ONG de protection de la nature. Et donc, en coopérant avec ces associations locales afin de faire entendre la voix de celles qui ont toujours été exclues dans ce secteur. La protection de la nature, ça implique différents acteurs, les propriétaires terriens, les communautés locales, les opérateurs touristiques, les investisseurs, les ONG de protection de la nature, ainsi que d'autres entités gouvernementales. Mais peu encore été fait dans ce secteur pour faire face aux problèmes de genre et pour promouvoir le rôle des femmes en matière de protection de la nature. C'est pourquoi notre travail avec l'USAID a été essentiel pour nous, pour faire face justement aux problèmes de genre. Et nous sommes en cours de mise en œuvre d'un projet de résilience, d'inclusion et de durabilité pour l'environnement, visant à faire avancer des normes sociales et des normes de genre au sein de notre secteur. Nous avons un partenariat avec CARE Kenya, ainsi qu'une autre organisation travaillant sur les questions de genre, et c'est afin de construire nos capacités en matière de genre et de nous assurer que nous parvenons à prévenir les violences de genre au sein de notre secteur, donc la protection de la nature. Oui, nous avons énormément de questions à vous poser à toutes deux. Je vais revenir à Joyce pour approfondir un peu les choses. Donc, d'après ce que vous décrivez, donc parfois nous avons du mal lorsque l'on fait quelque chose sans tenir compte de l'intersectionnalité, ça peut poser des problèmes. Par exemple, vous parliez de localisation, de développement au niveau local, mais vous avez également souligné le fait que
Parfois, vous travaillez avec des associations locales de protection de la nature, malgré le fait qu'il peut y avoir du sexisme ou d'autres formes d'exclusion au sein de ces associations. Donc, est-ce que vous pouvez approfondir un peu les choses en nous disant, nous parlons de types de résistance auxquelles vous vous êtes confrontés au sein du mouvement de protection de la nature. Et pouvez-vous nous dire également qu'est-ce qui a fonctionné? Comment vous avez pu coopérer avec d'autres organisations qui n'étaient pas sensibles à la question du genre et les inciter à justement y être plus sensibles? Oui, merci, Bama. Donc, au sein du milieu de la protection de la nature, donc, comme j'ai dit, la plupart de ces associations sont dans des communautés locales d'éleveurs, des communautés d'éleveurs où les femmes sont généralement exclues des structures de pouvoir. Et donc, il y a davantage d'hommes âgés participant à nos structures de protection de la nature. Et en plus, la protection de la nature est basée sur la propriété de la terre. Et la plupart des cas, ce sont des hommes qui sont propriétaires des terres. Et donc, ce sont ces hommes qui décident, qui prennent des décisions en matière d'éducation, qui prennent des décisions, ils vont tendance à favoriser les garçons par rapport aux filles. Et donc, en tant que propriétaire terrien, les hommes sont en général les premiers bénéficiaires de certaines mesures et parfois l'accès des femmes aux ressources naturelles est limité parce que les politiques de protection de la nature élaborées ont tendance à favoriser les propriétaires terriens, donc les hommes dans leur grande majorité, ce qui limite la participation des femmes et leur accès à ces ressources naturelles. Nous avons également constaté qu'il y a des hommes qui soutiennent davantage de participation des femmes dans les tâches de protection de la nature. Cependant, certains de ces hommes sont moqués. Le fait on les moque pour soutenir cette participation des femmes. Et donc, à cause de ces moqueries, ils n'osent pas soutenir publiquement le leadership féminin. Et donc, ce que nous avons tenté de faire face à cela, c'est de discuter à travers nos programmes gouvernementaux, de tenter de discuter avec les leaders masculins pour les inciter à s'ouvrir à la participation des femmes et puisque nous avons donc tenté de coopter certaines femmes dans les espaces de participation gouvernementale à travers la participation au projet et en leur offrant également des formations. Grâce à cela, nous avons commencé à transformer certains de ces préjugés des hommes. Et à travers certains des programmes, nous utilisons l'approche de CARE International, donc la boîte à outils d'action fournie par CARE International, afin de transformer les attitudes et les mentalités vis-à-vis de la participation des femmes. Donc, des changements sont possibles. Là où nous avons réalisé ces formations, eh bien, des avancées importantes ont été réalisées parmi les leaders masculins. Et ceci se reflète dans le fait qu'il y a davantage de participation des femmes dans les réunions de préservation de la nature. Nous avons pu également redynamiser certains de ces dialogues de préservation de la nature en y incluant les femmes. Nous avons également révisé certaines des politiques pour leur donner un langage plus inclusif. Et donc, nous constatons des progrès en coopérant avec les organisations travaillant sur les questions du genre.
qui nous ont donc aidés à affronter ces normes culturelles et sociales au sein de ces communautés d'éleveurs. Merci beaucoup. Une description très détaillée qui aidera beaucoup de gens. Donc, le fait que vous travaillez à différents niveaux, au niveau social, au niveau des normes, au niveau de l'accès des ressources, vous avez vraiment couvert l'ensemble du spectre. Peggy, plaisir de revenir vers vous. Donc, vous travaillez au sein d'un espace. Donc, ceux qui travaillent sur les questions de genre savent à quel point les, les- à quel point les changements normatifs dont on a besoin peuvent être difficiles à obtenir, et également les retours de bâton dont peuvent souffrir ceux qui travaillent sur le terrain ainsi que les survivantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage concernant certaines des approches et des étapes que vous avez réalisées pour parvenir à cette transformation? Oui, merci, Bama. Comme cela dit, c'est un espace très difficile où on travaille, puisque nous aussi, nous travaillons avec les traditionalistes. Et lorsqu'on parle de genre, eh bien, on parle des problèmes de patriarcat. Et un patriarcat, notre pays, au Botswana, la supériorité, le sentiment d'ayant droit masculin est très enraciné. Donc, nous avons notre droit coutumier qui cohabite avec le droit formel. Et donc, et lorsque les cas où des femmes sont impliquées, eh bien, le droit coutumier a tendance à discriminer les femmes. Par exemple, les femmes, selon le droit coutumier, ne peuvent pas posséder la terre ou ne peuvent pas, doivent obtenir l'autorisation des hommes pour pouvoir devenir propriétaires terriens. Mais nous avons commencé à transformer cette situation grâce à notre militantisme et en remettant constamment en question les lois soumettant les femmes à des abus. Nous avons commencé à constater des changements, mais ces changements restent encore lents puisque le système traditionnel continue de commettre des abus vis-à-vis des femmes et des filles. Lorsque je parle des abus du système traditionnel, je parle tout particulièrement des femmes des zones rurales, des femmes et des filles du monde rural. C'est des femmes et des filles vivant loin des centres de pouvoir, là où le développement et les infrastructures existent. Donc le Botswana est donc divisé entre les zones plus urbanisées et les zones isolées. Donc, ces femmes des zones isolées sont celles qui souffrent vraiment du droit et des pratiques traditionnelles. On parle encore de femmes extrêmement soumises à leur mari et aux attentes de la communauté en général. On parle encore de filles qui ne reçoivent toujours pas le même accès aux ressources que les garçons. Au sein de l'association, nous avons pris des actions délibérées pour travailler avec les communautés. Donc, on travaille avec les leaders traditionnels, ainsi que les comités de développement villageois. Il s'agit donc de sortes de parlements villageois. Et donc, ces parlements sont ceux qui décident et qui peuvent, ces parlements sont un peu les gardiens de la culture. Et donc, nos efforts de conscientisation et de construction de connaissance des droits humains visent à faire admettre que les femmes ont tout autant de droits que les hommes à jouir de leurs droits humains. Donc, nous travaillons avec le leadership des villages à tel point que maintenant, ces leaders peuvent nous appeler pour les aider à résoudre un problème ils ont besoin d'une approche de genre. Nous travaillons également avec le gouvernement, donc en partenariat avec notamment les institutions en charge de la jeunesse, et donc pour faire face au droit du common law, donc le droit anglo-saxon. Et donc, il s'agit de faire des modifications nécessaires de ce droit. Et nous avons joué un rôle clé en tant qu'organisation pour tenter d'amener ces transformations. Il s'agit d'un travail difficile, il s'agit d'un travail
constant, de contact constant avec la population. Il s'agit également de parvenir à impliquer les communautés elles-mêmes. C'est pourquoi on a des militants communautaires que l'on forme dans chaque village, dans chaque groupe ethnique, des gens qui parlent les langues de ces régions, donc des gens qui peuvent communiquer pour vraiment atteindre les cœurs, les esprits et les cœurs de ces gens, puisque souvent on parle de gens qui n'ont pas été à l'université, on s'adresse à des gens qui soit n'ont pas été au-delà du collège ou même n'ont pas dépassé l'école primaire. Et donc, lorsqu'on s'adresse à ce type de personnes, il faut parler leur langue et il faut savoir se mettre, se mettre à leur niveau. Donc, on travaille en partenariat avec les membres des communautés afin que ces membres des communautés parlent à leur propre population. De là, on prend toutes les réponses pour le gouvernement, pour l'agenda, pour les jeunes et pour la culture, de telle façon que ces thèmes puissent être adressés. Particulièrement, on travaille avec les politiciens. Les politiciens, ils sont élus par les personnes. Et les personnes, des fois, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train d'élire. C'est juste quelqu'un qui est populaire et voilà, ils l'élisent. Mais c'est pour ça qu'on travaille de près avec le mouvement de femmes qui vont autour du pays en train de former, d'éduquer les personnes sur le système électoral et qu'est-ce que signifie une élection, qu'est-ce que signifie voter pour quelqu'un, pour qu'on puisse avoir un changement social qui puisse inspirer la justice sociale. Quand on parle de la violence basée de genre, au Botswana, c'est presque quelque chose de normalisé. On est à 60% de femmes qui ont senti cette violence et ça, c'est en 2018 par Gender Affairs Department qui a fait une enquête. La violence basée de genre est quelque chose de très et ça affecte surtout les femmes parce qu'il y a un système patriarcal et parce qu'il y a la marginalisation qui traverse le pays quand ils n'ont pas des accès pour avoir des ressources et pour pouvoir arriver à un endroit où ces femmes, ces filles puissent demander et avoir leurs droits. Donc, cette violence de genre est très durable et profonde dans les communautés parce que le système de justice est en train de pas pouvoir aider les femmes. Quand on parle, par exemple, à la police, qu'on veut on veut demander comment on peut nous aider. Les filles sont ensuite redirigées dans le système traditionnel et ceci subjette les femmes aux hommes et ceci signifie qu'elles doivent écouter les hommes. Donc ceci, elles disent, bon, il fallait pas provoquer cet homme. Et donc, vous voyez, elles doivent revenir chez ses parents, parler de ces thèmes. C'est très difficile. La violence de genre et cette culture est attaché au système qu'il faut corriger. Et c'est pour ça que Women Against Rape est en train de travailler main en main avec le système de justice, le système légal, pour créer de l'éducation, pour transformer. Et cette transformation doit même à niveau de fournissement de services, c'est-à-dire les victimes et tous les survivants en train d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans tout le monde pour qu'ils sachent que les petites filles, les femmes ont des droits et que ceci doit être implémenté. Les fournisseurs de services doivent l'implémenter aussi. C'est pour ça qu'il y a quelques thèmes qui sont importants et qu'on l'on voit dans toutes les parties d'influence où tout le monde est, où tout le monde qui doit offrir un service, il y a des règles, des personnes qui ont survécu à ces violences peuvent trouver une façon de traverser ce chemin envers la justice et l'équité pour que c'est ce qu'on veut, une agenda qui se transforme dans tout le pays, où on puisse on puisse être en santé, en plénitude, dans la communauté, respecté. Et c'est pour ça que même maintenant, Women Against Rape est en train d'aider les groupes de femmes qui
motive une révision constitutionnelle et qui présente notre cas devant l'équipe de révision constitutionnelle et qui disent, écoutez, ça, c'est les thèmes qu'il faut vraiment changer et qu'il faut changer dans la Constitution parce qu'à partir de là, tout va mal. C'est vrai qu'il faut expliquer, il faut donner les droits et les fillettes, il faut leur redonner les droits qu'elles ont perdus. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé du projet où on a travaillé avec les leaders religieux parce que le Botswana est une organisation, bon, un pays très chrétien et qui est un pays de base chrétienne. Et il y a beaucoup de thèmes quand on parle de comment les droits des femmes et des hommes sont respectés. C'est pour ça qu'on pousse avec ce ministère pour s'assurer que les femmes et les filles doivent être vues comme des pareilles. Et c'est pour ça que la chrétienté a à voir avec l'amour. Et l'amour, c'est la paix. Et la paix, c'est l'inclusivité. Il n'y a pas une seule agenda qui doit être un parti, c'est-à-dire il faut que toutes les personnes soient en paix. Et c'est pour ça qu'on pousse avec les leaders religieux de pousser ce message de paix. Et le message, c'est que oui, on souffre du traumatisme post-agression et c'est pour ça qu'on remercie beaucoup l'USAID pour cette opportunité de voir comment est-ce qu'on peut nous aider, nous soutenir pour ouvrir un peu les mentalités. Merci. Merci Peggy de ces mots. C'était incroyable de vous entendre parler. Maintenant, je vais demander une dernière question. C'est comment, avec ce dernier point que vous avez dit, de se soutenir nous-mêmes, de nous soutenir nous-mêmes durant ce processus. Alors, même si vous avez pris une approche très minutieuse pour essayer la mentalité des personnes. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'hostilité envers les groupes, ou même des menaces envers vous pour ce que vous faites parce que c'est un travail transformatif et qui prend beaucoup de force, vous, Peggy et Joyce. Donc, est-ce que on pourrait peut-être, durant ces dernières minutes de cette conversation, j'aimerais parler du fait que ça m'intéresse beaucoup de savoir la résilience de votre équipe. Qu'est-ce qu'il y a chez vous, Peggy, qui vous donne le courage de continuer dans cette mission? Merci, Bama, pour cette question. Bon, la satisfaction que j'obtiens de sauver cette petite fille qui a été abusée sexuellement, qui a été abusée, qui est enceinte et qui maintenant a un futur qui est teintée avec le fait qu'elle doit devenir un parent pour cet enfant, à quelques-unes à 10 ans, à 12 ans, et qu'elles doivent sortir de l'école, laisser l'école, et de me voir à moi-même, à mon organisation, en train de défendre cet enfant qui a été abusé et de travailler main en main avec eux, avec le système de justice, le système légal pour les aider, les protéger et les accueillir dans un de nos centres d'accueil et leur donner un espace sécurisé où elles puissent exprimer leurs peurs, exprimer leurs sentiments, exprimer leurs désirs futurs, leur vision pour le futur. Écoutez, ça, c'est ce qui me maintient dans ce chemin. C'est aider cette petite fillette. Et je peux partager ces histoires, les partager dans le monde pour que les personnes, les organisations comme l'USAID, les organisations comme FHI puissent relancer ce message pour qu'ils voient qu'est-ce qu'il y a besoin pour plus d'action, pour que les femmes et les fillettes qui sont encore abusées puissent dans ce monde où les choses maintenant sont ouvertes dans le monde, mais il faut ouvrir aussi se centrer sur elle. Et c'est pour ça qu'on veut le fait de pouvoir sauver cette petite, une de 10 au moins, ceci me donne du courage pour continuer. Merci. Merci beaucoup, Peggy. Joyce, c'est à vous. Alors, on a les dernières minutes de cette conversation. Alors, je veux vous demander un peu plus de
de mots sages tels que Peggy, mais vous avez été super effective avec le travail que Wildlife Conservation Association a fait en faisant un mainstreaming de ces approches transformatives de genre. Alors, parlez-nous de tous les acteurs principaux, etc. Quel est le rôle principal que vous voulez avoir? Bon, merci pour cette question. Et moi, un conseil que je donnerais à tous et à toutes, c'est s'assurer que les voix de ces femmes locales ou de ces communautés locales, que leur voix soit élevée dans n'importe quelle plateforme, soit une plateforme internationale, mais aussi à niveau local, à niveau village. Et je veux juste partager une histoire qui vient juste d'arriver. La semaine dernière, je suis allée à une conférence internationale à Houston, Africa Protected Wildlife Series, et en partenariat avec l'USAID, KWCH ont pris 26 femmes déléguées qui sont allées à cette conférence. Et cette conférence internationale, c'est surtout de conservation de la faune et comment les femmes participent, spécifiquement pour les personnes indigènes des communautés locales. Leur représentation est très faible souvent. Et notre intention avec l'USAID, c'était surtout de s'assurer que les voix des femmes qui sont à la première ligne en faisant du travail de conservation de la faune et que ce soit des managers de gestion de faune féminin, féminines et qu'elles ont besoin que leur voix soit entendue dans cette plateforme internationale où elles puissent parler des thèmes qui les préoccupent, des thèmes qui les concernent, qui parlaient de l'agenda de conservation de la faune et de la flore africaine. Et c'est pour cela que la majorité de ces femmes n'avaient jamais monté sur un avion, et le fait qu'elles puissent aller dans cette conférence internationale et participer dans des discussions de panels, vraiment en parlant leur langue avec des interprètes et de fait que leur voix soit entendue, c'était vraiment peut-être que les femmes qui sont allées, nos délégués n'étaient pas éduquées au niveau, mais elles avaient un niveau d'éducation vraiment indigène qui est plus profond parce qu'elles connaissent la nature, elles connaissent la faune. Et vraiment, leur voix était super importante. Elles ont été incorporées et c'est vrai que euh, la conservation de la faune, en général, se voit comme une agenda masculine. Et c'est pour ça que le fait d'avoir des voix de ces 26 femmes locales, indigènes, qui parlaient à leur niveau et élevées à ce niveau international, ça leur a donné beaucoup de confiance en elles-mêmes et beaucoup plus de courage pour revenir dans leur village et de pouvoir partager les expériences et ensuite ramener plus de femmes et créer des groupes plus forts, plus sûrs d'elles, des groupes importants de femmes à niveau local, régional, mais aussi du pays et international. Mais c'est vrai que leur connaissance est vraiment importantissime pour tous les gens qui étaient dans cette conférence sur les thèmes de politique, de thèmes légaux, de faune, etc. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Ben, tristement, c'est la fin de ce segment, mais je veux dire que le travail que vous nous avez partagé aujourd'hui nous inspire à continuer parce qu'il est clair que le travail est un travail qui requiert beaucoup de courage. Peggy, Joyce, merci d'avoir passé quelques instants à nous parler de vos expériences. Maintenant, je veux remercier tout le monde qui a participé dans cette session, qui a écouté cette conversation. Merci FAH 360, merci pour cette partie. Maintenant, je passe la parole à l'équipe de FHI 360. Merci à tous et à toutes. Merci Bama, Peggy et Joyce. Ceci était vraiment inspirateur. Ça nous a inspiré à continuer dans notre ligne de travail. On est vraiment fiers de vous, du travail que vous faites. Et c'est une façon merveilleuse de commencer la journée pour notre sommet de genre. Merci Bama pour tes mots de sagesse qui vraiment nous apprennent
que le courage, c'est vraiment important et il faut parler aussi des choses qui ne marchent pas, mais même si ça ne marche pas, on continue notre chemin. Il faut continuer à avancer, à être centré et on va finir par avoir du succès. Alors maintenant, je veux remercier tout le monde pour avoir passé à cette session et maintenant, vous pouvez passer ou choisir une des suivantes sessions qui sont sur la plateforme de Tech Change. On a des panels super intéressants qui parlent de la violence de genre, comment aider économiquement les femmes. Donc, et c'est vrai qu'on vous attend dans n'importe quelle de sessions qui suivent. Alors, suivez votre lien et à très bientôt. On se voit plus tard. Merci.